Cathy Alexandra et vous écoutez Catchai. C'est bizarre de le faire toute seule, mais mon co-animateur Andy aujourd'hui ne peut pas être présent parce que il est occupé, un homme très occupé. Donc, mais je ne suis pas toute seule aujourd'hui. J'ai un super invité. Je suis extrêmement contente, fébrile de le recevoir ici à Catchai Podcast. Alors, je vais vous l'introduire dès maintenant. Alors, on reçoit aujourd'hui Monsieur Andrés Fontecilla. Bonjour Andrés. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. On va commencer, en fait, pour ceux qui vous connaissent pas. Présentez-vous en quelques lignes pour nos auditeurs ou voilà, spectateurs. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi. Je m'appelle Andrés Fontecilla ou Fontecilla. Mon nom de famille est francisé. Et je suis d'origine chilienne. Ça fait très longtemps que je suis arrivé ici au Québec et je suis député à l'Assemblée nationale du Québec pour Québec solidaire dans la circonscription de Laurier-Dorion, qui sont les quartiers de Villeray et Parc Extension. Et voilà, grosso modo, c'est ça qui est moi. Parfait. Mais merci beaucoup. Puis, nos auditeurs, comme à l'habitude, on fait toujours une petite minute, ce qu'on appelle la Minute Latina, où est-ce qu'on présente une œuvre ou une personnalité de la communauté Latinx, parce qu'on veut ici, à Catchai Podcast, faire fleurir notre communauté. Donc, on demande toujours, quand on a un invité, que ça soit notre invité, en fait, qui nous propose une œuvre ou un artiste. Donc, je vous redonne la parole là-dessus. Donc, je me suis cassé un petit peu la tête, parce que les choix ne manquent pas dans la culture latino-américaine. Les grands artistes, les grands peintres, les grands muralistes, les grands écrivaines, etc. Je suis allé vers les plus proches, les plus concrets. Il s'agit du premier, je pense, livre, je ne sais pas s'il l'appelait roman, de Caroline Dawson, qui s'appelle... non, c'est un roman, c'est écrit « Là où je m'éterre », donc aux éditions du Rémy Ménage. Ça a été publié il n'y a pas si longtemps, donc c'est une écrivaine d'origine chilienne, elle est prof de cégep, je ne sais pas trop où. Donc voilà, c'est un récit... j'hésite à le qualifier de roman quand même, parce que c'est un récit autobiographique, en quelque sorte. Je ne l'ai pas fini, mais elle raconte son histoire. Jusqu'à présent, c'est assez, comment dire, assez dur, son histoire de l'arrivée de sa famille d'elle-même en 1986 en tant que réfugiée ici au Québec. Donc, ce n'est pas une histoire joyeuse. Son arrivée qui était assez dure et son intégration à l'école, etc. C'est là où je suis rendu. Donc, voilà, c'est les difficultés en quelque sorte d'une jeune fille latino-américaine, fille des réfugiés qui ont dû passer à travers tous les affres de la vie d'un immigrant, vivre dans des mauvaises conditions de logement, et ses parents qui travaillaient tout le temps faisant les ménages, comme tant d'immigrants. Elle les voyait très peu parce qu'il fallait que ses parents travaillent. Donc voilà, c'est un récit autobiographique. Ça, voilà, c'est très, très bien écrit. On voit que Madame Dawson, elle maîtrise parfaitement le français et au-delà du français, la langue écrite. Et donc, c'est d'une beauté assez impressionnante. Et je suis agréablement impressionné par la qualité de l'écriture de cette écrivaine d'origine chilienne qui demeure à Montréal. Parfait, mais merci beaucoup. Je pense que j'en ai entendu parler, puis je pense que ça va être mon prochain livre que je vais aller acheter. Donc, je vous le recommande. Merci beaucoup. Donc, comme à l'habitude, on va mettre toutes les informations dans la description si vous voulez vous aussi vous procurer le livre. Donc, ça part bien, en fait, sur un thème que je voulais peut-être aborder, la discussion. Je trouve que souvent, quand on parle ou quand on voit des personnalités politiques, on voit souvent, justement, comme le député, ou c'est comme une image de politique, puis des fois, on oublie la personne qui est derrière. Donc, je voulais un peu vous aborder comme ça, de savoir, tout d'abord, comment vous avez vécu, ou comment ça s'est passé, vous, votre immigration ici au Canada? Contrairement à l'expérience de Mme Caroline Dawson, mon expérience, si je compare ma trajectoire avec la sienne, c'est assez bien passé là, quand même.
Et je n'ai pas, peut-être que je suis un peu insensible, mais je n'ai pas vécu, comment dire, toutes les démonstrations des mises à l'écart, mêlées avec un petit peu de racisme, avec des préjugés. C'est souvent même pas du racisme, mais on nous renvoie constamment à notre origine. Et c'est comme, ce n'est pas du racisme, mais ça finit par devenir achalant. On n'est jamais la personne, on est toujours la personne originaire de. Et on est un latino, un haïtien, un africain, comme si l'Afrique c'était juste un peuple, etc. Donc voilà, mais somme toute, mon arrivée je suis arrivé avant Madame Caroline Dawson. Ça, c'est la preuve un peu que, à travers les temps, l'accueil des réfugiés, en tout cas, ça a beaucoup évolué. Négativement, je dirais. À l'époque où je suis arrivé, j'ai été reçu en quelque sorte les bras ouverts par la société québécoise et par les femmes canadiennes. Mais quelques années plus tard, là, ça avait changé. J'ai lu l'expérience. Moi, je suis arrivé en 1981. Elle est arrivée en 1986. C'était déjà autre chose. Et les réfugiés étaient considérés comme des gens à surveiller. Et en tout cas, à garder en détention pendant les premiers mois même. Et ce qui n'était pas du tout mon cas. Et moi, je ne suis pas arrivé ici en tant que réfugié, je suis arrivé ici pour les gens qui connaissent dans les programmes de réunification familiale. Je suis venu rejoindre mon père avec ma mère et mon frère. Donc, jeune adolescent, et j'ai été inscrit à l'école. Ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'expérience traumatisante, au-delà de quelques, des tensions ethniques à l'école secondaire, la polyvalente Saint-Henri, qui est pas loin d'ici, d'où qu'on enregistre cette émission-là. Mais bon, ça, avec le temps, je me dis que c'est des tensions normales, naturelles. Avant, c'était, je suppose, j'apprends là où c'est que les batailles entre jeunes, c'était pas entre jeunes blancs québécois francophones et des immigrants, mais c'était entre jeunes blancs francophones avec des jeunes blancs anglophones. Oui. Donc il y a toujours un ennemi chez les jeunes qui est désigné. Et donc ça s'est très bien passé. Et disons que, comment dire, mon éducation a été, somme toute, sans histoire. L'école secondaire, j'ai passé là comme un fantôme. J'ai très peu eu d'amis à l'école elle-même, etc. J'avais un petit réseau d'amis latino-américains à l'extérieur de l'école, avec qui je m'amusais beaucoup d'ailleurs. Et véritablement, mon épanouissement en tant que personne, c'est venu avec l'arrivée au cégep. C'est là que je me suis ouvert en tant que personne, en tant que militant aussi. J'ai commencé à militer beaucoup au cégep. J'ai été inscrit au cégep Saint-Laurent et j'ai découvert, voilà, mais peut-être pas à la même époque, mais bon. Et j'ai découvert la culture québécoise de façon, j'avais commencé déjà à la découvrir, mais j'ai commencé à la découvrir de façon concrète en me faisant des amis, en allant à des soirées, des parties, en participant dans des comités, etc. Et puis voilà, ensuite ça a été un toboggan, l'université, le travail, etc. Et j'ai toujours été une personne militante. Soit dans la solidarité internationale, surtout à l'époque c'était la dictature du général Pinochet, et donc dans les comités de solidarité, etc. Et en parallèle dans le monde de la lutte étudiante. À l'époque déjà, on prônait la gratuité scolaire, déjà on faisait des grèves, etc., etc. Donc, et plus tard, j'ai commencé à militer dans des partis politiques, tout naturellement. Et voilà, j'ai été propulsé à présenter ma face comme candidat de Québec solidaire. Et je me suis présenté 4 fois dans la même circonscription, dans Villeray-Parc-Extension. Et à la 4e, eh bien, j'ai gagné. Parfait, même félicitations. Puis, en fait, moi, justement, vous parlez de votre implication, comment vous vous êtes impliqué à partir du cégep, mais moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment né au cégep, cette espèce d'envie ou cette espèce de partie de votre personnalité, disons, qui est plus engagée, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a été inculqué par vos parents? Est-ce que... C'est assez paradoxal, et peut-être
pas tellement par mes parents, mais je dirais par la culture comme je dis à ma conjointe, là, la culture de mon pays. C'est-à-dire, je suis le fruit d'un processus politique. Ouais. Comme nous tous, comme nous toutes. Et donc, mon arrivée ici au Québec, au Canada, n'est pas le fruit de hasard. C'est inscrit dans un mouvement migratoire provoqué par des événements politiques, concrètement l'expérience du président Salvador Allende qui s'est terminée de façon tragique par un coup d'État en 1973. Et voilà, une grande vague suivie d'une crise économique épouvantable au Chili à cette époque-là, et suivi d'une vague migratoire qui est sortie du pays. Et je dirais même que le principal produit d'exportation du Chili à cette époque-là, c'était des personnes, c'était des Chiliens qui essayaient de fuir ces pays-là pour toutes sortes de raisons, y compris politiques. Et voilà, je fais partie de cette vague migratoire-là. Et cela m'a marqué. En quelque sorte. Si je peux vous demander, vous aviez quel âge quand vous avez émigré? Moi, j'avais 13 ou 14 ans. Et vous êtes venu tout seul? Non, je suis venu avec... Mon père était déjà ici. Ouais. Il était arrivé quelques années auparavant. Et moi, je suis arrivé avec ma mère et mon frère. Mais ensuite, il y a mes deux autres frères qui sont arrivés. Et petit à petit, comme souvent, là, la famille commence à arriver, etc. Et toute ma famille proche est ici. Là. Donc, ça fait en sorte que j'ai les liens... avec les Chili se sont étiolés à travers le temps parce que ma famille proche est toute ici. Là. Donc, voilà, c'est venu naturellement ce militantisme-là. Évidemment, il y a une part de ma personne. J'aurais pu m'intéresser uniquement à la botanique, là, mais ça n'a pas été mon cas. Je me suis intéressé à la politique. Mais je trouve ça fascinant quand même comment ça fait partie de nous, comment des événements, en fait, comment notre société nous transforme comme personnes. Puis je veux dire, même moi, je suis née ici, mais ce que vous décrivez que ça vous a marqué, moi, j'ai pas vécu la dictature, j'ai jamais vécu tout ce qui s'est passé. Je suis née ici. Et pourtant, je ne me sens pas comme si je suis née en page blanche, si je pouvais dire. Je sens, moi aussi, en pensant justement que mon histoire commence au Chili, même si je suis née ici. Puis que, en fait, c'est tout ce qui a marqué, qui ont poussé mes parents à venir ici. Mais c'est ça le début de mon histoire, en fait. Puis à ce moment-là, c'est pour ça que des fois, les gens me demandent... Ouais, mais pourquoi tu milites pour le Chili ou pourquoi tu fais... Tu sais, ton pays, c'est ici. Puis effectivement, mon pays, c'est ici. Et je milite aussi pour les causes ici, évidemment. Mais il y a comme quelque chose de moi qui fait que, je sais pas, ça fait partie de mon histoire. Et donc, ça fait aussi partie de ma personnalité. Puis cette connexion-là, je pense que je vais jamais la perdre. Puis je pense que ça doit être encore plus présent, justement, si vous avez immigré, même jeune. Je pense que... Est-ce qu'il y a eu un moment, par contre, que je sais que j'ai parlé avec certains Chiliens où est-ce que l'expérience a été tellement déchirante qu'ils ont décidé de couper, en fait, de se dire non, ça, je rejette ça, puis je veux partir, justement, en disons, pas page blanche, mais prendre tout ce que ce nouveau pays a à m'offrir, puis laisser ça derrière. Est-ce que... ne serait-ce qu'une fois, ça vous est passé par la tête ou pour vous, c'était toujours clair que... C'est une très bonne question, c'est complexe. En effet, on n'est pas une page blanche, on porte l'historique de notre famille, en quelque sorte. Ouais. On la porte soit en la vivant et en l'approfondissant, ou en reprenant des éléments transmis par notre famille, nos parents, ou en la niant même. Ce qui peut susciter un problème peut-être psychologique, le refoulement, comme on parle en psychologie, mais on la porte, moi je suis convaincu, on la porte toujours, soit dans le positif, soit dans le négatif, souvent entre les deux. Là. Il y a ou on le nie, mais c'est là quand même. C'est là quand même. La page blanche n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est un débat sur le thème de la liberté. Est-ce que la liberté totale existe? Est-ce qu'on est libre de faire de se détacher de nos liens, etc.? Moi, je ne pense pas. Oui, on est beaucoup plus libre qu'ailleurs. Le libre arbitre est une valeur de notre société, mais nous sommes toujours liés par des obligations, soit parentales, soit culturelles, soit politiques, etc. Nous sommes toujours attachés à quelque chose qui nous empêche
d'être complètement libre. La liberté totale n'existait pas. Donc, je trouve ça intéressant que vous parliez de ça parce que j'écris une pièce en ce moment, puis bon, c'est une scène que j'ai enlevée, mais j'avais une scène où est-ce que je parlais de ça, de la liberté, puis comment comment les êtres humains, en fait, on fait des choix et on crée notre personnalité en pensant parfois dans une espèce de empowerment, qu'on est libre, mais non. Puis je pense qu'effectivement, tout dépendant de l'histoire qu'on a vécue, des fois, on la sent plus, pas ce manque de liberté, mais cette acceptation, en fait, que il y a eu des choses avant, puis on n'est pas totalement libre, et ça fait juste partie de la vie. Ça nous rend pas moins libres, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Il y a toujours des choix, on peut toujours faire des choix. Mais dans un cadre qui a été défini par toutes sortes de facteurs. Puis je pense que aussi, pour moi, être activiste, c'est peut-être essayer, de comprendre ce cadre-là, puis de voir pourquoi ce cadre-là a été fait. Puis moi, j'essaie du mieux que je peux, là, mais peut-être d'essayer d'ouvrir ce cadre-là peut-être pour les prochaines générations, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans... Mais si ça a été comme ça pour nous, ça va être comme ça pour tout le monde après. Tout à fait. Voilà, c'est quelque chose à combattre. Et on ne peut pas vivre dans les mêmes carcans que nos parents. On a à vivre notre carcan à nous, qui est différent de celui de nos ancêtres. Et on doit essayer justement d'ouvrir ces carcans-là. Vous l'avez dit, on n'est pas complètement libre. Nos choix sont limités, sont définis par un contexte, un cadre. Mais il y a moyen de jouer du coude, si l'on veut, essayer d'élargir ces cadres-là et nous donner davantage des possibilités des choix. Mais voilà, on porte toujours ce qui vient du passé. Là. Et notre responsabilité, ce n'est pas nécessairement de sortir de ces cadres, de ces carcans-là, je le nomme d'une façon péjorative, mais ce n'est pas nécessairement péjoratif. Oui. Ça peut être quelque chose de très utile, de très nourrissant, de quelque chose qui nous pousse vers l'avant pour réaliser des choses, pour s'épanouir personnellement ou réaliser des choses dans la société. Mais voilà, on doit tenter de trouver de nouvelles voies et avancer. Et petit à petit, on y arrive parce que les sociétés évoluent quand même. Là. Ouais. C'est-à-dire la société québécoise des années 2000-2020 n'est pas la même société que la société de 1990 ou la société à l'époque où je suis arrivé. Là. Donc, c'est la preuve que les sociétés avancent et les individus, il y a une capacité d'action quand même. Là. On n'est pas complètement esclave du contexte, etc. Là. Et c'est sur cette capacité d'action, l'empowerment ou l'empoderamiento, comme on dit en espagnol, ça existe et on doit l'exploiter, on doit le cultiver. Et on a une capacité d'action, on n'est pas complètement démuni face aux événements. Puis est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est un peu ça qui s'est passé au Chili avec la récente crise, que moi, personnellement, c'est comme ça que je le voyais, étant d'une génération différente, c'est d'entendre toujours mes parents et les parents de mes parents, mais de me parler des problématiques du Chili, mais dire « oui, mais c'est comme ça ». C'est comme ça, le Chili, Chile nunca va cambiar. Chile nunca va cambiar. Combien de fois j'ai entendu ça? Puis qu'on accepte un peu de continuer dans ces mêmes choses, même si, justement, il y a tout le temps eu comme des manifestations ici et là avec des personnes qui voulaient un peu changer les choses, mais qu'à un moment donné, je pense que moi, la crise, c'est de voir des jeunes qui font « OK, mais nous, on veut pas ce passé-là, on veut créer quelque chose de nouveau, puis on n'est plus capable de continuer, de se transmettre ça de génération en génération. Jusqu'à quand on va vivre sous les mêmes souffrances que tous nos ancêtres ont vécues? » Tu sais, j'ai trouvé ça très fort. Puis moi, je vous pose la question, est-ce que vous aviez espoir que quelque chose comme ça allait arriver au Chili, ou vous étiez complètement surpris? Les deux. Les deux. J'ai été surpris et j'ai toujours eu de l'espoir. Des fois, un espoir malmené, amoindri, annihilé de temps en temps. Mais j'ai confiance dans les peuples. J'ai confiance dans l'évolution, dans les changements, dans les différents événements qui s'agencent de façon telle qu'ils font avancer les choses. Des fois, ça prend très longtemps, mais ça finit. Il y a toujours quelque chose qui finit par arriver. Ce qu'il faut combattre et où l'être humain risque de tomber très facilement, c'est dans le fatalisme. Ouais. De dire les choses, mais voilà,
elles vont jamais changer. Non, les choses changent. Il faut conserver cette espérance, cet espoir-là qu'on peut changer les choses. Des fois, malgré tous nos efforts, les choses ne changent pas. Mais des fois, il se passe quelque chose complètement anodin, complètement imprévisible et qui fait en sorte que tout change. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Mais on doit être prêt. On doit garder espoir. On doit combattre cette tendance-là à dire il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et en même temps, on revient à la discussion. On est déterminé par un contexte. Nos possibilités sont très réduites des fois. Mais il y a toujours une possibilité. Il y a toujours quelque chose. Enfin, je l'espère sincèrement. Et moi, j'avais confiance que les peuples chiliens allaient un jour se réveiller. Parce qu'on appelle ça les Chile desperto. Mais et ça fait référence à un ancien débat politique de la gauche. Est-ce que la révolution est toujours possible? Et puis voilà, on sait ce qui s'est passé depuis quelques décennies. Ah non, ça, la révolution, c'est fini, etc. On n'est plus là-dedans. Effectivement, on n'est plus là-dedans. Mais c'est pas nous qui commandons. Les révolutions se produisent un jour, là, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, on le sait a posteriori, mais on ne le sait jamais avant. Là. Elles se produisent et voilà, point final. Donc, un processus révolutionnaire, là, comme aiment dire les gauchistes latino-américains, ou une révolution en tant que telle, on peut la préparer. Peut-être qu'elle ne va jamais arriver. Et lorsqu'elle va arriver, ça va être malgré nous. Donc, les changements peuvent se produire. Et ce qui s'est passé au Chili, c'est en quelque sorte un processus révolutionnaire qui n'est pas terminé, loin d'être terminé, parce que ce qu'on appelle l'agencivité, la capacité de faire des choses n'appartient pas seulement au peuple, ça appartient aussi aux adversaires, ceux et celles qui veulent que les choses demeurent telles qu'elles sont, là, des structures de domination, d'injustice, d'accaparement des ressources collectives vers quelques-uns. Ces gens-là existent toujours là, et ils sont capables d'agir. Là. D'ailleurs, dans les cas chiliens, les coups d'État, c'est l'agentivité de la droite chilienne qui ont dit, nous, on prend les taureaux par les cornes et on fait quelque chose. Voilà, c'est un acte volontaire de la junte militaire et d'une certaine classe sociale. Là. Voilà, donc il y a moyen de changer les choses, là, d'un côté ou de l'autre. C'est un conflit, là. C'est un conflit, mais on doit faire preuve justement de capacité d'action, d'imagination, et il ne faut jamais perdre l'espoir. Non, mais ça me fait vraiment, je veux dire en bon québécois, ça me fait capoter. Ça me fait vraiment capoter comment, dans le monde, en fait, on a vraiment cette espèce de selon moi, hypocrisie de comment... Parfois, quand la droite va intervenir de façon radicale, comment ça passe toujours mieux que la gauche qui passe radicalement. Mais en fait, je voulais vous poser une question un peu contraire à ce que je vous ai posé tantôt. J'étais curieuse à savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé, peu importe à quel moment dans votre vie, d'avoir cette envie d'être cette personne politique que vous êtes, mais au Chili? Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête de retourner au Chili pour contribuer à la société comme vous le faites ici? Oui, ça m'a déjà habité, beaucoup moins. J'ai quand même mon âge. Et j'ai évolué à travers les années. J'ai effectué un simili-retour au Chili quand j'étais jeune. Et je me suis rendu compte que ma place dans ce pays-là n'existait plus. J'étais là en tant que... Ma place était fermée, là. Ma vie... Et j'avais la famille élargie, etc. Mais je n'avais plus... J'étais là en tant que touriste, en fait. Une personne de passage, même si je suis resté des longs mois. Et dans une période particulièrement difficile, en plus, j'ai eu de belles expériences, j'ai profité au maximum de mon voyage, mais j'avais toujours l'espoir de trouver ma place, de tenter de me faire un petit endroit là, qui m'appartient à moi et qui me permet qui est comme une sorte de strapontin qui me permet d'avancer dans la vie. Et je me suis rendu compte que non, finalement, ma place n'était plus là-bas. Et c'est, en quelque sorte, c'est un coup de maturité
Et en tant que les immigrants, les gens issus de l'immigration vivent souvent cette situation-là, ces problèmes-là, ils pensent qu'ils vont toujours revenir. Ouais. Qu'ils vont toujours se réinstaller au pays, dans le bled, etc. Mais ils y réussissent très rarement, très rarement. Et lorsqu'ils le font, ils vivent en tant que, un peu partagés, là, un peu écartelés en deux pays. Ils font, ici au Québec, c'est facile, et même les Québécois le font. Là, ils vivent 6 mois, les mois d'hiver dans le pays, et 6 mois ici. Mais le temps passe, et cette proportion-là commence à s'inverser. Ils vivent de moins en moins du temps dans le pays, les bleds, dans le pays d'origine, et de plus en plus ici parce que notre vie est ici. Là, notre base socio-économique est ici aussi. Et à moins qu'on réussisse, il y en a qui ont réussi. Moi, j'en connais des jeunes comme moi là, qui sont retournés au pays et se sont réinstallés, ils ont fait leur vie là-bas. Puis c'est tant mieux, je les félicite et je suis très content pour ces gens-là. Mais moi, ça a été une autre trajectoire et il y a beaucoup de gens comme moi, je ne suis pas les seuls. Mais il y a toujours cette... Moi, à travers les années, là, de moins en moins, j'ai fait de ma vie ici, j'ai fait de la politique ici, j'ai fait ma carrière ou ma trajectoire politique ici. Donc voilà, j'ai arrêté de... J'ai fondé une famille ici. Et lorsqu'on fonde une famille, là, c'est beaucoup plus difficile de vivre dans le pays d'origine parce qu'il y a des enfants qui demandent l'attention, qui demandent une permanence, une projection dans le futur, etc. Donc, on a une responsabilité. Et de moins en moins, j'ai ce sentiment, si j'avais fait ma vie ailleurs. Des fois, ça m'arrive. Ah oui. Mais c'est un exercice purement hypothétique. Qu'est-ce que je serais devenu? Mais c'est un grand point d'interrogation. Je n'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce que je serais devenu. Des fois, je me pose la question, est-ce que j'aurais pu être député au Chili? Mais il n'y a pas de réponse. Peut-être. Mais voilà, je vis ma vie ici. Et à la fin, j'essaie d'être assez pratique. Je vis ici, je fais ma vie ici, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, le reste, là, c'est des rêves, des rêveries. Sans plus. Ben, c'est sûr que pour moi aussi, je me dis que même si on vient de là, par exemple, si comme vous qui êtes né là-bas, de retourner, c'est quand même recommencer. Même si c'est comme si cette coupure-là, on garde certaines bases, je veux dire la langue, certains repères de culture, mais il y a comme quelque chose à recommencer. Et aussi, personnellement, en tout cas, par exemple, moi, dans mes valeurs politiques, sociales, économiques, ici au Québec, le contexte politique en ce moment, je sais pas tant pour mes valeurs, mais disons que de façon générale, ce que je peux trouver en politique ici s'accorde beaucoup plus à mes valeurs que le Chili. En fait, c'est comme si, justement, je reculerais au Chili parce que c'est comme si, au Chili, il faut déjà que je les amène au niveau que je suis habituée, moi, de vivre au Québec. Déjà là, ça serait la base, c'est juste de se rééquilibrer par rapport à nous parce qu'il y a tellement de choses qu'on a compris ici qui n'est pas encore arrivé là-bas puis que je leur souhaite. Puis, bon, moi, c'est sûr que j'y pense des fois, surtout durant la crise. Je vous dirais, des fois, je disais, bon, je prends un billet, je m'en vais là-bas, puis on me dit, tu vas aller te faire tuer. Je m'en fous. Mais, ouais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit, puis c'est quelque chose que pour moi est une évidence, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Par rapport à... On parle beaucoup d'intégration des immigrants, l'intégration, ou pour certains, l'assimilation, peu importe. Mais pour moi, quand on est une personne immigrante ou enfant d'immigrant, l'intégration à la culture a un impact tellement plus grand que qu'est-ce qu'on peut penser parce que, selon moi, c'est absolument impossible d'avoir un projet de société ou d'être engagé dans une société à laquelle on ne se reconnaît pas. Donc, je trouve qu'on a souvent tendance à critiquer, par exemple, les jeunes immigrants qu'on ne s'intéresse pas à la politique québécoise ou on ne va pas s'engager, par exemple, dans tout ce qui est de l'indépendance du Québec ou des choses comme ça. Mais à leur défense, moi, je me dis... Mais si on pense qu'on ne fait pas partie de cette société-là, pourquoi on voudrait aller changer les choses? Pourquoi on voudrait aller s'engager? Donc... Tout à fait. Il y a un mot qu'on utilise, peut-être moins aujourd'hui, mais ce qu'on appelle l'exclusion.
lorsque la société, par différents moyens, nous relègue dans les marges de la société, nous exclut, surtout en tant que jeunes, évidemment que l'attachement à cette société-là, même si objectivement on en fait partie, mais l'attachement est conscient et est beaucoup plus faible. Pourquoi s'attacher à une société qui a des structures qui me mettent de côté? Ouais. Et je cultive la frange, je cultive la marginalité, et ça, c'est par exemple, ça se traduit par tout d'abord par un désintérêt des processus politiques et le fait de ne pas voter, par exemple. Et donc, pour moi, je trouve ça tout à fait normal. Donc, par exemple, le taux d'absentéisme dans la société actuelle, le taux d'absentéisme, qu'est-ce que je dis là, d'abstention. Abstention. Oui, absentéisme, abstention, est très élevé. Ça traduit le fait que certaines franges de la population ne croient plus au système politique, ne croient plus à nos institutions, à la possibilité donnée par notre appareil démocratique de faire avancer la société. Et voilà, elles ne votent pas. Mais cela ne se traduit pas que par l'abstention, c'est traduit par, chez les jeunes, peu d'attachement aux règles, aux lois. Ça peut se traduire par la délinquance juvénile ou par des modes, etc., là, qui sont carrément, qui essayent de trouver, de se mettre à part de la société. Et effectivement, il y a des carences, des failles dans ces processus migratoires. Moi, si je vois ma vie, ma trajectoire, je considère que j'ai été quand même bien intégré. Et cela m'a permis d'arriver là où je suis maintenant. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à cette possibilité-là. Et c'est ça un peu le grand problème de la société québécoise, la société francophone, c'est en quelque sorte son incapacité de transmettre ou de faire en sorte que les gens issus de l'immigration, surtout les plus jeunes, surtout la deuxième génération, c'est là que ça se joue, là, et beaucoup, là, se sentent, impliqués dans l'histoire ou la trajectoire historique de la majorité francophone. C'est toujours comme... et je dis pas que la société francophone porte la responsabilité, mais bien qu'elle porte une part très importante de cette responsabilité-là, mais ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Par exemple, que dans des termes politiques, très politiques, là, les communautés issues de l'immigration, en général, votent massivement contre la possibilité d'indépendance du Québec. Tandis que les francophones votent en majorité, je ne dirais pas en très grande majorité, parce qu'il y a des zones, par exemple à Québec, dans la région d'Outaouais, ça vote majoritairement contre l'indépendance. Donc les francophones ne sont pas non plus un bloc homogène. Et il faut se battre contre cette tendance à homogénéiser les groupes. C'est-à-dire les Haïtiens ne sont pas tous pareils, les Chiliens ne sont pas tous pareils, les Québécois non plus ne sont pas tous pareils, et les Canadiens encore moins. Mais voilà, il y a une certaine incapacité de la société québécoise à faire en sorte que les communautés issues de l'immigration se sentent pleinement impliquées par les projets historiques portés par la majorité francophone, qui est fondamentalement l'effet de défendre les Français, etc., et d'autres, comme un projet indépendantiste pour certains d'entre eux. Et je trouve qu'il y a là un échec qui se manifeste beaucoup aujourd'hui dans la dynamique politique, là, où il y a dans laquelle il y a des tendances, ce que j'appellerais du nationalisme identitaire. Donc, voilà, on va réaffirmer la nécessité que des tendances assimilationnistes, comme vous l'avez nommé tantôt. Les immigrants ont deux choix, là, soit rester à l'écart, ou soit s'assimiler à la majorité francophone et nécessairement devenir nationaliste et même plus indépendantiste. Et ça, c'est une tendance qu'on a déjà vue. Si tu n'es pas indépendantiste, eh bien, tu ne fais pas partie de la société québécoise ou de la culture québécoise, ce qui est complètement une analyse erronée selon moi. Donc, on est toujours dans cette tension-là et les immigrants sont partagés. Et il y a un débat politique à faire entre immigrants et entre Québécois des souches, on va les appeler entre guillemets, et immigrants sur ces sujets-là.
Oui, bien, il y a une séparation, puis totalement comprenable, parce que je reviens à ça. Moi, par exemple, si je pense à moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais entourée de gens. Moi, j'ai vécu beaucoup de racisme et d'exclusion qui faisait que moi, je me sentais justement pas partie de la société québécoise. Et je me souviens que quelqu'un dans mon entourage qui était très nationaliste, très pro-blanc, même je sais pas pourquoi elle me parlait, mais et puis elle me parlait de ça, de l'indépendance, puis elle était comme, mais là, pourquoi toi? Puis je me disais, ben c'est parce que je m'en fous. De toute façon, on m'inclut pas. Et je trouve que c'est tellement une erreur fondamentale de penser que parce qu'on a peut-être une autre culture, qu'on peut pas s'approprier, en fait, cette volonté, en fait, d'indépendance. Parce qu'après ça, c'est tout simplement le déclic, la petite porte à ouvrir, c'est seulement de comprendre qu'on fait aussi partie de la société. Parce qu'après ça, si moi, justement, je suis d'origine chilienne, québécoise, peu importe quelle est ma culture, si je sens que où est-ce que j'habite, je fais partie de cette société-là et que je veux mener un projet d'envergure de société et que ça rentre dans mes valeurs, l'indépendance de l'endroit où est-ce que je vis, qui est partagé, en fait, par justement cette société qui partage aussi ma langue, je parle français, ben pourquoi pas? C'est qu'après, j'ai pas besoin de m'identifier en tant que cette espèce de carcan fermé de qu'est-ce qu'un Québécois de souche, et que là, moi, je me dis, ben je fais pas partie de ça, donc je fais pas partie du pays. Je trouve que c'est super dangereux, puis des fois, je parle à mes amis, je me dis, mais vous comprenez pas que si vous nous incluez, vous allez l'avoir, votre indépendance, parce qu'on est beaucoup, puis quand on se dit qu'on va aller voter, on y va. Ben, en tout cas, moi, j'y crois. Mais je voulais rebondir là-dessus, justement, sur la politique au Québec. Je voulais faire un petit commentaire, en fait, par rapport aux réseaux sociaux. Je sais que, par exemple, au Chili, justement, tout ce qui est réseaux sociaux, ça a vraiment marqué la crise. On se rend compte que, pour moi, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient être quelque chose de positif. Et puis, on remarque que maintenant, il y a une grosse vague pour les politiciens, puis les partis qui se retrouvent maintenant sur Instagram, sur Facebook. Puis, moi, je voulais savoir comment vous avez vécu ce transfert-là, de commencer à utiliser ça. Mais moi, je dois avouer que même si j'étais quelqu'un qui était toujours intéressé politiquement, que je m'informais et tout ça, il y a plein de monde que j'ai découvert. Puis des fois, c'est que j'aime que, par exemple, ils font des petits extraits, par exemple, de la Chambre, où est-ce qu'il y a des débats. Et puis, parce que c'est pas vrai que... Je sais que quand j'étais jeune, ils mettent ça à la télé, non? Comme pendant des heures, il y a personne qui va s'asseoir là pour regarder tout ça. Mais d'avoir des extraits, comme je vous ai vu souvent, puis je partageais vos choses, puis j'étais comme, ah, mais c'est tellement pertinent. Puis même si j'avais déjà cette idée-là, j'avais l'impression que je vous connaissais plus, puis que j'avais justement ce contact-là comme j'avais abordé cette discussion-là, plus humaine. Comment vous voyez ça, vous, cette espèce de contact-là avec le peuple, en fait? Via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Mais je suis en train de préparer mon entrée TikTok. Ah oui? Non, c'est une blague. Je dis à mes collègues là, de l'aide parlementaire, quand est-ce que je fais mon entrée à TikTok, là, j'ai hâte. Mais ils me disent, faut s'y préparer parce que semble-t-il c'est pas facile, etc. Là, parce que il y a un comme on dit en bon français, là, il y a un gap générationnel. Et voilà. Mais moi, je viens d'une autre époque aussi, là. Je m'en rends compte. Et moi, les réseaux sociaux, je les utilise. Et je vois leur potentiel. Mais je suis très peu engagé dans les réseaux sociaux. Et je regarde très peu Facebook. De temps en temps, oui. Bon, j'ai ma page professionnelle des députés. Et je travaille beaucoup avec mon personnel pour la nourrir. Il y a toujours quelque chose qui se passe là. J'écris beaucoup de textes. Je vérifie tout ce qui sort, etc. Et j'ai beaucoup de difficultés à m'inclure
à vivre sur Twitter, mais des déclarations, etc. Là, j'ai pas ce réflexe-là. Et je vois mon collègue Gabriel Nadeau-Dubois qui est tout le temps là-dessus, puis il fait des commentaires. Et il les fait lui-même, hein, je le sais. Là. Mais moi, bon, il est beaucoup plus jeune que moi, là, mais il a compris et il s'est donné cette discipline-là d'être présent sur ces réseaux sociaux-là. Moi, j'ai beaucoup de misère à y être. Mais en ce moment, les réseaux sociaux, c'est des incontournables. C'est certain, là, que ce soit pour les gens en politique, pour les gens dans le commerce, pour les gens, les communs des mortels. Voilà, on ne peut pas vivre. En tout cas, en tant que politicien, on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Donc, il faut les investir, non pas minimalement, il faut les investir, je ne dirais pas non plus comment dire, à outrance, là, mais il faut les investir de la bonne façon. Ouais. Donc, il faut trouver sa voie. Là. Il ne faut pas non plus nécessairement imiter tout ce qui se fait, etc. Il faut trouver sa voie là, qui est propre. Parce que les gens les sentent. Comment dire, lorsqu'on copie ou... c'est pour ça que... Quand c'est plaqué. Voilà. J'ai vu des politiciens, des politiciennes essayer de faire une entrée à TikTok, là, puis ça a été lamentable. Donc, voilà, si on y va, il faut y aller avec un bon concept et ne pas se déformer soi-même. Parce que les gens sentent ça. Et moi, je suis pas prêt à rentrer à TikTok. Là. Peut-être qu'un jour, je vais l'être, je sais pas. Mais voilà, sur Facebook, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon ton, etc. Là. Et il faut... Aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui est très favorisé par les réseaux sociaux, là, comment je pourrais l'appeler, là, c'est la fameuse authenticité. Là. Oui. Il faut... Et moi, par exemple, je le vois, là, la publication qui marche le plus à Facebook, là, ce serait lorsque je suis en train de cuisiner chez moi. Là. C'est un moment intime là, où je suis avec avec ma famille, mon enfant, en train d'avoir du loisir. C'est ça que les gens aiment. Là. Les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte une porte, une fenêtre sur l'intimité des gens. Et je fais une publication politique avec des paroles super profondes, puis il y a très peu de gens qui l'aiment. Là. Bon, il y a toujours une certaine quantité. J'ai fait une photo en train de préparer un plat avec une bière, là, puis c'est un succès fou. Là. Là, je me dis, mais voilà, c'est ça la planète dans laquelle on vit. Là. Il faut jouer ces jeux, malheureusement. Moi, j'ai moins tendance à le faire. Mais bon, il faudrait que je me mette plus... Je pourrais exploiter davantage les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs. Là. Il y a Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok, peut-être un jour. Oui, mais ce que vous dites, en fait, c'est général. Là, parce que moi, je vis la même chose. C'est fou. En plus, on dirait que Facebook ou peu importe l'application, on dirait qu'il sait, je sais pas, comme qu'est-ce que t'écris, parce que moi aussi, tu sais, je fais beaucoup je publie beaucoup de choses plus engagées. 1, 2, je vais faire une petite blague avec mon téléphone quand je sors au restaurant. J'ai 80 vues ou comme là, les gens sont comme moi. Mais voyons donc. Mais d'un autre côté, pour comme monsieur, madame, tout le monde... Je comprends, mais il y a quelque chose, par contre, au niveau des politiciens que je trouve intéressant parce que, justement, c'est le rendre leur côté humain ou voir, en fait, qui sont... Parce que la politique, on s'est souvent fait dire que c'est toujours un front. Dans le sens parce qu'il y a tout le temps, OK, l'image politique, les discours... Bon, sans accuser personne, mais bon... Notre premier ministre, Justin Trudeau, qui fait des discours. Et des fois, moi, je l'écoute et je me dis, mais il est très bon. Il est bon pour faire qu'est-ce qu'il fait parce que si j'étais pas informée de certaines affaires, je me dirais, mais il a raison. Puis il y croit et oui, il est pour la cause. Puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qu'il fait. Et des fois, il se contredit par ses actions par rapport à son discours. Donc, je trouve que nous, les citoyens, on a beaucoup cette image-là que les politiciens, c'est une image, c'est un discours, mais après ça, qui ils sont réellement? Puis après ça, c'est sûr que c'est quand même fabriqué, puis il y en a qui vont pas nécessairement se montrer. Mais justement, que vous mentionnez la cuisine, moi, je me souviens que j'avais vu un live Instagram où est-ce que c'était Jagmeet Singh qui cuisinait, je pense qu'il faisait une poutine. Et puis, mais il répondait à des questions, puis il y avait quelque chose de voir, hey, il est pareil que quand il nous parle. Il y avait quelque chose de très... Donc, il y a une correspondance entre l'image et ce qu'il devrait être. Et la confiance. Et mais en même temps, là,
la poutine en question pour Jack Mixing, c'est du préparé, là. C'est du montage, etc. Mais on tombe dans le panneau. Mais c'était quand même live. T'sais, c'est lui qui faisait ça chez lui, mais évidemment, il a pensé, je vais faire une poutine. C'est peut-être même pas lui qui a pensé. C'est son équipe de communication qui ont dit, on va montrer ton côté humain, tu vas être dans ta cuisine, tu vas faire telle blague, tu vas le faire comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je voulais y croire. Mais c'est vrai aussi, Jack Mixing est comme ça. Je n'ai aucun doute à le croire. C'est parce que, comment dire... Non, mais je comprends. Il y a dans un monde parfait, où je ne sais pas si c'est parfait, mais bref, on pourrait penser que ce qui importe, c'est les idées, c'est les propositions, etc., etc. Mais plus j'avance, moi, je me dis que c'est important, mais c'est peut-être secondaire. Ce qui importe, c'est la relation affective, émotive qu'on réussit à passer entre les personnages politiques et son public. C'est les émotions qui importent. Donc, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est l'émotion, et l'émotion est très reliée à la capacité de croire à l'autre, à ce que la personne dit est vrai. C'est-à-dire, tes paroles, comme on dit au Québec, les bottines suivent les babines. Donc, ce que tu fais, tu es ce que tu fais. Tu es ce que tu dis. Il n'y a pas de contradiction. Il y a une continuité entre la nature profonde de la personne et ses paroles, ses gestes, etc. On a besoin de croire à cette continuité-là, cette authenticité, cette sincérité, c'est ce qui est le contraire de l'hypocrisie. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, mais tu fais une autre. Donc, c'est pour ça que on se fait attaquer constamment. Aussi, on se fait attaquer, ma collègue Catherine Dorion, pas longtemps après avoir été élue, elle a été attaquée par des journalistes, je pense, du Journal de Montréal en particulier, là, parce qu'elle s'était achetée avec son père, s'était acheté une voiture, je dirais pas la marque, je vais pas faire de la publicité, là, mais une voiture là, un peu puissante. Et puis, on la mettait mais vous êtes une écologiste, vous ne devriez pas avoir de voitures. Donc, les journalistes qui embarquent là-dessus et qui exigent une conformité totale à des principes. Mais je pense que Catherine a gagné cette bataille-là parce qu'elle a dit, écoutez, on n'est pas tout à fait parfait, cohérent tout le temps, etc. Et oui, je me suis acheté une voiture parce qu'on sort souvent avec plusieurs enfants, on s'envole loin, on a besoin d'une voiture puissante, etc. Mais voilà, le public exige cette continuité entre ce qu'on est et ce qu'on dit, et on veut sentir la personne, on veut la sentir dans le sens émotionnel, parce que c'est ça qui nous fait aimer, ne pas aimer, agir ou ne pas agir. Ce n'est pas nécessairement les calculs rationnels, etc. En économie, dans le temps, on parlait beaucoup des calculs rationnels, là, que les acteurs économiques, y compris les êtres humains, font des calculs très rationnels. C'est pas vrai. Les individus, lorsqu'ils sont confrontés à des choix économiques, l'irrationnel, l'affectif, ce qui n'est pas rationnel, joue un rôle très, très important. Là. Au fond, là, avant d'être des êtres rationnels, nous sommes des êtres d'émotion. Mais on va devoir terminer très bientôt. Donc, mais en fait, avant de vous poser ma dernière question, je voulais tout d'abord, en fait, vous remercier d'être venu ici, oui, mais d'être la personne que vous êtes, impliquée, comment vous êtes et tout ce que vous faites, en fait, pour la société. Non seulement ça, mais je veux que les gens... pour moi, vous êtes un exemple de le Québec que je souhaite. Ce qui veut dire un Chilien qui a immigré ici, qui a gardé sa connexion, en fait, avec son pays d'origine, mais qui s'est complètement intégré, disons, au Québec parce qu'il y a eu cette ouverture-là des Québécois, mais lui aussi a pris cette porte-là. Et ce qui fait que maintenant, quand vous vous engagez, pour moi, souvent, et moi, je suis artiste, donc je le vis beaucoup, cette espèce de quota de la diversité, où est-ce qu'on pense qu'encore là, ce n'est qu'une image. Mais non, parce que moi, je le vois en vous, qui est en tant que personne immigrante, c'est pas juste, on a un député racisé. C'est pas ça. C'est que vous avez une connexion. C'est ça. Non, c'est pas du tout. C'est que vous allez avoir encore plus à cœur, sans dénigrer les autres, mais les injustices sociales, parce que venant d'un pays comme le Chili, comment ne pas être affecté par ça? Tout ce que vous faites pour les personnes qui n'ont pas leur statut, les sans-papiers, je veux dire, c'est parce que, évidemment, c'est un sujet qui vous touche plus personnellement. Et donc,
c'est de prendre, en fait, cette espèce de sensibilité qui est différente puisque vous venez d'un contexte différent et de l'ajouter, en fait, de faire fleurir la société québécoise avec ça, avec ce mix-là. C'est ce qui fait que, pour moi, la société québécoise est plus riche parce que c'est sûr qu'une personne qui aurait le même poste que vous, mais d'une autre origine, puis comme on parlait justement, qui n'a pas cette page, comme on ne vient pas d'une page blanche, en fait, qui ne vient pas de cet historique-là, ne va pas s'impliquer de la même façon. Et moi, ce que j'ai vu aussi beaucoup, puis que je me fais souvent critiquer, bon, moi, je ne le prends pas la critique, mais je trouve que les gens chiliens, on est des gens très passionnés et très investis politiquement, qu'on le veuille ou non. Puis, et des fois, on me dit que je suis un peu trop intense pour la société québécoise parce que, OK, ici, on n'a pas des révolutions et tout ça, mais ça fait du bien, moi. Moi, je trouve que ça fait du bien de, justement, ça crée un équilibre de, bon, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus soft, mais nous, on apporte cette espèce de passion-là puis d'énergie qui fait du bien à voir cette belle diversité dans notre paysage politique. Donc, merci beaucoup pour ça. Et justement, je voudrais vous poser comme question, une petite question. Si vous avez à nommer 2 qualités en tant qu'homme politique que vous associez peut-être plus à votre côté chilien et l'autre à votre côté québécois, si c'est possible, sans vouloir faire de division, mais ça, vous dites, ah non, ça, c'est mi lado chileno. Puis ça, c'est la société québécoise qui m'a appris à faire ça. Sans trop y réfléchir, vous l'avez nommé tantôt, la passion. Et il faut que je fasse attention d'ailleurs parce que je me passionne. Oui. J'ai pas le fort, j'ai une grosse voix en plus, là, ça m'aide pas toujours. Donc la passion. Il faut que je la contrôle parce qu'il faut garder quand même un certain niveau de décorum. Et d'autre part, et du côté québécois, la recherche éternelle de la voie de passage, de trouver une façon de s'entendre malgré les positions idéologiques opposées, de trouver une façon de trouver une solution et d'avancer dans le débat, ce qui est un peu le contraire de la passion, parce que si on est trop passionné, on va s'attacher, on va se camper sur nos positions, on va se crisper. Mais la voie de passage, ce qui est très, très québécois, je pense, peut-être que je me trompe, je n'importe quoi, mais je dis ça comme ça, sans trop y réfléchir. Je pense que cette capacité de dialoguer, de voir tous les aspects et essayer de trouver une voie de passage, non pas nécessairement dans le milieu, parce que moi, je ne suis ni à gauche ni à droite, je suis au centre. Moi, le centre, ça me convient pas. Moi, je suis à gauche, là, puis point la ligne. Ça peut être une voie de passage à gauche, ça peut être une voie de passage un petit peu moins à gauche, on va dire. Mais c'est cette volonté-là de dialoguer et de s'entendre, de tenter de voir une solution. Moi, je pense que c'est tout à fait québécois, ça. Oui, ben, vous avez raison. Ben, justement, par rapport à trouver des solutions, ce que je trouve que les deux le font, mais mon père me disait ça comme exemple. Il dit, si par exemple, tu as une fusée que tu dois faire fonctionner, le Québécois va prendre le temps d'ouvrir le manuel d'instruction, il va bien regarder, s'assurer que tout va bien, puis le Chilien, il va prendre un marteau, il va cogner 2 fois, puis ça va partir. C'est comme il faut le faire ça vite. Au mieux que ça, il va prendre une ficelle, il va rentrer, il va utiliser la ficelle pour... C'est la méthode tiers-mondiste, la ficelle, effectivement. Sans manuel. Voilà. Alors, merci énormément, Andrés. Regardez, ça me fait tellement plaisir. Moi, j'en aurais pris encore, mais on est stoppé par le temps. Mais merci énormément. Puis, vous êtes le bienvenu à Kachai Podcast quand vous voulez. Puis, pour ceux qui nous ont écoutés, on va mettre toutes les informations de Andrés si vous voulez le suivre sur ses réseaux sociaux, peut-être TikTok. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, de nous supporter, que ce soit financièrement avec un don sur le PayPal. Le lien est toujours en dessous dans la description. Ou vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne Patreon où est-ce que vous allez avoir accès à cet épisode une semaine à l'avance et des épisodes exclusifs pour quelques mensualités par mois, soit 2, 4 ou 6 $. Ou bien, si vous n'êtes pas à l'aise économiquement encore, vous pouvez toujours partager les épisodes, faire like, aimer la page et voilà. Merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.